Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Petit Pilier. Nous allons décortiquer, analyser, commenter toute l'actualité du ballon ovale à Nouvelle-Aquitaine ce soir avec nos deux spécialistes, nos deux invités, Nicolas Paolorsi, que tout le monde connaît très bien. Salut Nicolas. Journaliste RMC Sport. Vous êtes sûr? Oui, depuis le temps, oui. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Ce soir à vos côtés, Raphaël Perry, journaliste à l'agence France Presse. Bonsoir Raphaël, merci d'être avec nous. Bon week-end rugbyistique, messieurs, ça allait? Oui, pas mal. Plus vieux, j'ai envie de dire. Ouais. Voici les thèmes de ce lundi 7 décembre, les thèmes que vous allez bien évidemment commenter. Angleterre-France, les réservistes bleus tout près de l'exploit chez les Anglais. Nous évoquerons également le top 14 et ce sale week-end pour Agen, pour Bordeaux-Bègles, battus tous les deux clubs battus à domicile. Et enfin, nous évoquerons ce haut niveau et ce département des Landes, Mont-de-Marsan actuellement 15e de Pro D2, seul rescapé dans l'élite du rugby français. Est-ce que les Landes vont disparaître du paysage du rugby professionnel? Messieurs, premier débat, Angleterre-France, 22-19 après prolongation. Les Français ont failli gagner cette Coupe d'automne. Alors, Coupe d'automne, on s'en fiche un peu, mais sur le plan de la performance, êtes-vous surpris, messieurs Nicolas? Oui, complètement. Oui, tous. On est surpris, on s'attendait quand même à en prendre une petite, même si les Anglais nous avaient titillé dans la semaine en parlant de farce, d'équipe 3, bref, on savait qu'ils avaient joué sur le levier psychologique et qu'on n'est jamais aussi fort, les Français, quand on est dans ce registre d'adversité. Mais quand même, on avait, je crois, 700 sélections de moins à peu près sur le papier que le 15 anglais. Et on est rentré dans le match tout de suite. Physiquement, on les a dominés, on les a bouffés physiquement. On a vu des jeunes joueurs qui ont pris leurs responsabilités, comme Mathieu Jalibert. Donc oui, ultra surprenant, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti autant d'émotions devant un match du 15 de France. Vous partagez son analyse, Raphaël? Ouais, c'était une équipe de tournée du mois de juin, généralement, quand il n'y avait pas les demi-finalistes avec tous leurs coiffeurs, pléiades de stars. C'est une équipe de coiffeurs, finalement. Et on s'est tous plantés, parce qu'on avait tous prévu 30 ou 40 points d'écart à la fin, si les Anglais avaient joué à leur niveau. Alors, est-ce que les Anglais ont eu de la suffisance ? À la limite, on peut le voir un peu comme ça, même si les Français ont été exceptionnels avec seulement 15 jours d'entraînement dans les pattes ensemble. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Fabien Galtier, cette performance de Bleu hier? C'est une bonne nouvelle. C'est les deux. Bah alors c'est une bonne nouvelle parce que quand on est coach, je pense qu'on adore avoir des choix compliqués à faire. Après, ce qui est sûr, c'est que là maintenant dans le groupe France, vous avez 50 joueurs qui ont le niveau et vous savez qu'avec ces 50 joueurs, eh ben, vous pouvez potentiellement taper l'Angleterre, même si c'était une petite Angleterre quand même. Mais on a été très bon. On a vu un joueur comme Yoram Moefana, le 3/4 centre de l'UBB, qui a 6 matchs de top 14. Très très bon. Brice Dulin, l'arrière de La Rochelle, ultra solide. Lui vraiment, je pense qu'il peut vraiment postuler à une place dans le groupe pour le prochain tournoi de destination. La deuxième ligne, Cameron Woki aussi également. Non franchement... Jelonche aussi en troisième ligne. Jelonche, il a été monstrueux. Ouais. Bonne alors ou mauvaise nouvelle, Raphaël? Pour Fabien Galtier, évidemment. C'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux avoir 50 joueurs à disposition que 20. C'est une mauvaise nouvelle aussi pour les Anglais, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un réservoir français qui était assez impressionnant. Et Eddie Jones doit peut-être se gratter la tête aujourd'hui en ayant vu ce qu'il a vu. Est-ce que la plus belle victoire de Fabien Galtier, c'est pas cet état d'esprit? Retrouver en équipe de France, au-delà des titulaires, on va les appeler comme ça, ceux qui jouent là la première fois, ils se mettent dans le moule. Mais c'est une victoire morale hier, finalement, parce qu'on l'a vu même à la fin sur les réseaux sociaux, les photos qu'on a vues des joueurs, c'est des photos généralement qu'on a après une victoire. Là, ils ont perdu et ils sont quand même heureux et fiers de ce qu'ils ont fait. Donc finalement, la France sort grandie de cette défaite. On a vu les hommages sur les réseaux sociaux de Raphaël Ibanez, évidemment, Fabien Galtier, Bernard Laporte. Elles sont grandies, cette équipe de France? Bien sûr. Et puis je trouve que, voilà, on avait douté un petit peu de ce staff, mais ce qu'ils mettent en place stratégiquement. Alors, on parlait de l'état d'esprit, bien sûr. On sent que maintenant, tous les joueurs qui viennent à Marcoussis ont envie de porter ce maillot bleu. Il y a ce nouvel élan avec cette nouvelle génération, la génération des moins de 20, double champion du monde qui commence à arriver au plus haut niveau. Et puis stratégiquement, techniquement, on est capable de rivaliser face aux meilleures nations du monde. Je crois que ça faisait combien? 10 ans qu'on n'avait pas gagné à Twickenham? On n'a pas gagné. Oui, enfin, on n'a pas gagné, mais ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné à Twickenham. 13 ans. Un petit mot de l'arbitre sur les réseaux sociaux que l'on voit là. Bonne petite pénalité pour l'Angleterre à la fin quand même. Oui, on peut. On a le droit, d'accord. Il a bien fait ou pas? Mouillez-vous, allez-y un petit peu là, parce que la pénalité anglaise à 22-19. Il a été nul. Bah voilà, mais il n'y a pas que celle-là. Il a été nul. En avant qui amène la pénale touche pour les Anglais. Il y avait en avant des Anglais. Donc si le ballon est pour la France à 79-36 secondes, le match il est fini. C'est à ça qu'on voit que la France n'est pas encore complètement au niveau des plus grands? Non, c'est que c'était l'arbitre qui n'était pas au niveau, tout simplement. Et puis on sait que l'Angleterre à Twickenham, bon, en général, des petits coups de pouce, ils en ont eu. Non, mais il n'a pas été bon, surtout sur la fin de match. Et puis terminer une compétition par une mort subite en rugby. Ah ouais, c'est bizarre ça. C'est naze. Et je voulais revenir aussi que malgré cette défaite, on oubliait hier les accords entre la LNR et la FFR avec seulement 3 matchs. Voilà, ils ont prouvé que le réservoir était quand même assez imposant en France. Et la France qui jouera en Italie, sauf erreur de ma part, pour le tournoi des 6 Nations 2021.
samedi 6 février, si tout va bien, hein, sur le front de la crise sanitaire. C'est là qu'ils sont attendus, par contre. Une entrée en matière normale, non, pour la France? En tout cas, pas tranquille, hein, jamais en Italie. Mais ils vont être attendus quand même, là. Après ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils ont fait pendant le tournoi, là, les 2 victoires contre les Gallois et les Irlandais juste avant la fin du tournoi des Destination, ils vont vraiment être attendus. Et a priori, c'est les favoris pour l'édition 2021, même s'ils auront 3 matchs à l'extérieur. Et puis le petit Angleterre-France du tournoi, avec ce qu'on leur a mis à Twickenham hier, même si on ne gagne pas, il va être sympa. Je pense qu'il va être sympa. Parce que les Anglais ne feront pas 2 fois la même erreur. Ils ne vont pas nous prendre de haut. Nous, on va arriver avec une autre équipe. Et celui-là, il peut être très, très intéressant. La France qui se déplacera 3 fois dans cette édition 2021 du tournoi, le 6 février, pas très longtemps d'ailleurs, hein, ça arrive assez vite, le 6 février, en Italie, pour cette ouverture du tournoi des 6 nations, contrat rempli pour les Bleus dans cette coupe d'automne. On va passer au top 14, parce qu'on a encore joué évidemment ce week-end, pendant que l'équipe de France était sur le pré. C'était la dernière journée avant 3 semaines à peu près, et les Coupes d'Europe, mais il s'est passé des choses ce week-end, notamment pour Agen. Face à Brive, on a déjà parlé ici depuis quelques semaines, on n'était pas très optimiste, vous n'étiez pas très optimiste pour Agen, ça se confirme, Agen en Pro D2, après sa défaite face à Brive. On l'avait dit. Enfin, pas encore mathématiquement, je sais ce qu'on va me dire, mais ils y sont presque là, non? On l'avait dit, de toute façon, il y a... 2 points, je crois, 2 points. Oui, 11 défaites consécutives. Ouais, on avait dit il y a un mois que la seule solution pour s'en sortir, c'est que le championnat s'arrête avec l'épidémie. Donc même Christophe Le Suc, avant d'être viré, il avait dit qu'il ne savait même pas si son équipe allait gagner un seul match cette saison en top 14. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est gagner un match et reconstruire en vue 2022, notamment avec l'arrivée du nouveau stade à Armandie. Est-ce que c'est vraiment un échec? Parce qu'Agen est dernier, bon, le championnat n'est pas fini, on précise, hein, quand même, il y a encore jusqu'au mois de mai, c'est le plus petit budget du top 14. Est-ce que c'est une surprise qu'il soit dernier? Non, c'est absolument pas une surprise. Ça fait 3 saisons qu'ils font des miracles. Ils perdent une dizaine de joueurs à chaque intersaison. Ils doivent reconstruire avec des jeunes du centre de formation. C'est le meilleur centre de formation de France, hein, le SU Agen en tout cas, sur la saison dernière. Donc heureusement, ils sont ultra performants dans ce domaine-là. Maintenant, là où on peut avoir des regrets, c'est de voir qu'ils ont 2 points après 11 matchs, qu'ils n'arrivent pas à gagner un seul match. Il y a des rencontres où ils ne sont pas passés loin, face à Castres pour le premier match en ouverture de la saison. Là encore, face à Brive, on sent qu'ils sont au fond du seau. On peut regarder le match, on a l'impression qu'ils peuvent jouer 5 heures, malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas gagner. Parce qu'au niveau de la qualité, du talent et de l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe actuellement, ils ne sont pas en mesure de rivaliser avec les exigences du top 14. Brive, en revanche, avec Larangera impeccable au point, au pied, il a tout mis. Brive a gagné le match qu'il fallait. Il a gagné le match qu'il fallait. Et pour revenir sur Agen, ils avaient 3 matchs importants sur les 10 premières journées, contre Castres, Brive et Bayonne. À domicile, les 3, ils ont perdu les 3. Donc ça veut dire que face à des concurrents directs, ils ne sont pas à la hauteur. Brive? Un petit mot sur Brive, c'est important pour Brive quand même. Après, hein. Oui, c'est un temps à Brive. C'est une météo à la Briviste. On les salue les Corésiens, mais c'est une victoire importante pour Brive. Pour donner un peu d'air. Brive est avant-dernier, mais avec un match en retard. Oui, et puis surtout, il y a la section paloise qui est en train de perdre beaucoup de points. Ouais. Très gros. Donc, les Brive. Vous voulez pas parler de Brive un peu là? Non, j'anticipe tout, Nico. Vous voulez pas me dire un mot sur Brive, non? Si, non. Contrat rempli pour Brive. Mais contrat rempli. Alors, ils avaient été plutôt séduisants en fin de match face à La Rochelle, même s'ils ont perdu, mais ils avaient privé les Rochelais de bonus offensifs. Moi, je les avais trouvés bons derrière face à une armada quand même, La Rochelle qui domine pour l'instant ce début de saison au top 14, qui a été encore d'ailleurs plutôt performant à Lyon. Donc franchement, Brive est bien. Je crois qu'il restait sur 5 ou 6 défaites d'affilée. Donc dans la dynamique, c'est super important de regagner ce match-là. Et puis là maintenant, ils n'ont plus le spectre de la dernière place, donc ça les soulage. On va rester en top 14 pour le 3e débat du soir, hein, messieurs, qui concerne un autre match, cette fois-ci dans le haut de tableau, UBB Racing. Première défaite à la maison de l'UBB, première défaite à domicile, je crois, en championnat, depuis que Christophe Furios est manager de cette équipe. Une défaite logique, 17-12. Oui, c'est une défaite logique. Alors, ils ont perdu, pour moi, un seul point, parce qu'ils ne méritaient pas de gagner, ils méritaient le nul, peut-être. Donc, ils n'ont perdu qu'un point, sachant qu'ils ont récupéré le bonus. Il leur manquait a priori trop de monde. On l'a vu dans la composition de l'équipe, dans la composition du banc. C'était un peu trop léger à certains postes. Et on voit que les 3 joueurs internationaux de l'UBB qui ont joué hier en Angleterre manquaient cruellement contre le Racing à des postes vraiment clés. Que ce soit l'ouverture, à l'aile, voire en 3e ligne où ça a été un peu difficile. Christophe Furios soulignait, d'après ce que j'ai lu, vu, entendu, un problème d'état d'esprit peut-être. Et il aurait aimé que ses joueurs soient plus tueurs, plus... Ouais, il a été un peu déçu de l'implication peut-être. Il y a eu des fautes bêtes, il a senti que ses joueurs n'étaient pas dans le match. Il a dit, moi, à aucun moment, j'ai senti qu'on allait le gagner celui-là. Après, le Racing a été très costaud en face, avec le retour des internationaux. Teddy Thomas qui fait un exploit, l'UBB dans le match, jusqu'au bout, l'UBB peut le gagner. Mais on sent que, Raphaël l'a dit, physiquement ça commence à être compliqué, on enchaîne les matchs, les clubs sont touchés par le Covid, il y a des internationaux, ils sont 8 à l'UBB, 9. Si on considère l'Argentin supplémentaire, ça complètement fait 9 avec Delgui.
Et il n'y a pas eu de break, hein, Voilà, avec les pauses parce qu'il y avait des matchs en retard à jouer. Jefferson Poirot, Nance Ducuin, Geoffrey Kroos, ça commence à faire beaucoup. Là, il y a la Coupe d'Europe qui arrive et Urios, il l'a dit, il va falloir trouver un second souffle rapidement parce que sinon, ça va être très compliqué d'enchaîner. C'est un cadeau empoisonné cette Coupe d'Europe, Raphaël, qui arrive. Non, Deux prochaines journées à Northampton et ici contre Newport, je crois, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est à Northampton le prochain. Non, ils vont se libérer l'esprit, mais ils vont surtout récupérer 9 internationaux. Donc déjà, ça va faire du bien, ça va faire tourner un petit peu l'effectif. Et d'autres vont retrouver des combinaisons. Il faut accueillir le nouvel Argentin. Il faut voir comment va revenir Guido Petit après l'histoire sur les réseaux sociaux. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Moi, je pense que ça va être dur. Je pense qu'il va falloir faire des choix. Le calendrier, il est démentiel. En rugby, on joue pendant les fêtes. Un club comme l'UBB avec des blessés ne va pas pouvoir se permettre, je pense, de jouer tous les matchs à fond. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une compo très remaniée à Northampton vendredi. Mais l'histoire, c'est que cette formule, en plus, avec 4 matchs simplement de poule, il faut absolument gagner 3, plus un bonus pour éventuellement passer en quart de finale. Donc déjà, le premier match, on va savoir s'ils sont dans la course ou pas. On termine ce chapitre top 14, messieurs, par dire un mot de la section paloise. Vous aviez commencé tout à l'heure, Nicolas, qui a été battu à domicile par Castres, 17-13, 6e défaite consécutive de la sélection. Il y a le feu un peu au pied des Pyrénées, non ? Oui, il y a le feu, surtout par rapport à ce qu'ils avaient montré en début de saison, où on les trouvait très solides devant. Ils avaient construit une certaine stabilité au niveau de leur pack. Derrière, il y avait Astoy qui menait bien le jeu, quelques trois quarts qui arrivaient à franchir. Là, on ne les retrouve pas. Les matchs qui arrivent vont être compliqués à jouer pour eux aussi. Ils ont quelques blessés. Et franchement, c'est inquiétant parce que derrière, on le disait, il y a Brive qui arrive. Brive a l'habitude de ces opérations un peu commando maintien. Pau, moins. Donc, franchement, ça peut être chaud pour les Palois. Pau, futur barragiste, Raphaël ? Oui, ils sont dans les clous pour l'être. Même si avec Godignon, ils ont l'habitude de jouer. Enfin, Godignon a l'habitude le manager, pardon. Nicolas Godignon a l'habitude de jouer le maintien avec Brive à l'époque. Ils sont vraiment pas bien. Leur mêlée était performante. Là, ils ont eu quelques difficultés. La touche a été catastrophique hier. D'ailleurs, c'était contre Castres, c'est ça. Donc, ça peut être compliqué. Mais bon, maintenant, ils vont jouer la 13e place. Ils savent que pour le maintien, pour la 14e place, c'est fini. Ça sera à Agen. Donc, ça peut se jouer à la fin de la saison sur un seul match. Oui, et puis pour l'instant, ils sont un petit peu à l'abri au classement, mais il y a des concurrents derrière qui ont des matchs en retard. Comment on enraye une spirale négative comme ça ? C'est facile à dire, mais... Il faut gagner, vous allez me dire, avec une victoire, ça l'enraye mathématiquement, mais, c'est compliqué. C'est difficile à dire parce qu'en plus, je crois que cette saison, elle est terrible pour les managers parce qu'ils sont vachement dépendants des cas de Covid dans leur équipe, donc ils peuvent peut-être pas modifier leur planning d'entraînement comme ils le souhaitent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Une solution, ça peut être d'essayer de se recentrer à 40, aller faire un petit stage commando ou une mise au vert, que le groupe se resserre, mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, c'est compliqué de le faire vu les conditions sanitaires actuelles. Franchement, c'est dur de trouver une solution. Après, il y a l'électrochoc du changement d'entraîneur, mais ça ne marche pas toujours. Ouais. Donc après, c'est ça. Après, ça devient compliqué. La section paloise dans l'hiver, pour terminer, on va dire ça. Pour conclure ce chapitre top 14, Pau battu ce week-end encore, 6e défaite consécutive, c'était face à Castres à domicile. Pour terminer cette émission, messieurs, direction les Landes, le dernier débat de ce soir. Les Landes vont-elles disparaître ? Alors rassure tout le monde, pas au niveau géographique évidemment. Au niveau du rugby de haut niveau, c'est le cas de le dire. Mont-de-Marsan, dernier représentant chez les professionnels, les Montois qui se sont imposés d'ailleurs ce week-end. Mont-de-Marsan avant-dernier de Pro D2 avec des matchs en retard certes. Dax en national, c'est-à-dire en 3e division. Le haut niveau est-il menacé dans les Landes ? Il est menacé comme il a été menacé dans les Hautes-Pyrénées il y a quelques années, avec Lourdes et Tarbes qui étaient en groupe A à l'époque et qui ont disparu du paysage. Donc voilà, c'est le cycle des clubs. Ça monte, ça revient. Après, Mont-de-Marsan n'est pas encore complètement condamné. Il y a 3 matchs de retard sur l'équipe qui la précède, Rouen. Donc bon, ils peuvent encore s'en sortir. Je crois que Dax et Mont-de-Marsan, en tout cas Dax a quitté le top 14 en 2008, 2008 ou 2009, ça fait 10 ans, a quitté le monde professionnel en 2018. Dax, Mont-de-Marsan, c'est un titre de champion. Dax, c'est plusieurs finales. Alors il y a de grands anciens, Nicolas, vous les spécialistes, qui ont joué dans les deux clubs, que ce soit à Mont-de-Marsan ou à Dax, Albaladejo, les frères Boniface, Benoît Doga. Benoît Doga, je ne l'avais pas. Ibanez, on en passe. Aujourd'hui, ça devient compliqué dans des départements comme les Landes, sans grosse métropole peut-être, d'avoir une équipe de haut niveau. Mais oui, par exemple, en top 14, quand on parle haut niveau, le Pro D2 reste du bon niveau. Mais dans si on parle du top 14, maintenant, il faut des budgets faramineux. Et on le voit avec Agen, qui est une ville de rugby, avec un énorme centre de formation, mais qui ne peut pas rivaliser. Parce que derrière, vous n'avez pas le territoire qui suit, la métropole qui suit, et les collectivités territoriales qui suivent au niveau financier. Donc c'est compliqué d'attirer des joueurs. Et maintenant, dès que vous avez des joueurs qui perfent dans ce genre de club, très très vite, il y a les grosses écuries du top 14 qui les verrouillent par des contrats où ils gagnent 3 fois plus. Au Racing, à l'UBB maintenant. Donc c'est impossible de rivaliser.
Je pense que le salut de ces clubs-là, il passe par la Pro D2, la formation, parce que ce sont des territoires de rugby, il y aura toujours des jeunes qui jouent au rugby dans ces départements-là, et donc ils vont sortir des jeunes, ils pourront continuer à être performants en Pro D2, en Fédéral 1, mais pour le top 14, à part une fusion, franchement... Alors Dax, l'objectif de Dax, c'est de remonter. Juste pour les finances. C'est pas possible. Marier les Montois et les Dacois, c'est pas possible. Dax, qui a ambition de revenir en Pro D2, c'est le plafond de verre, la Pro D2, Raphaël, du rugby landais. Je pense qu'aujourd'hui, même en termes économiques, si vous tracez un petit peu au niveau de l'Aquitaine un triangle, il y a Bordeaux, il y a Bayonne et il y a Pau, et les Landes, c'est au milieu. Donc tous les partenaires, ils vont vers les 3 pôles, mais ils ne restent pas au milieu, malheureusement. Donc ça peut être difficile. Ils ont raté peut-être la fusion d'un vrai club landais il y a 5-6 ans, où à la limite, ils auraient pu s'en sortir quand les deux étaient en Pro D2. Mais là, si Mont-de-Marsan plonge et que Dax ne remonte pas cette année, là, ça peut être vraiment compliqué. Alors la vocation, qu'est-elle ? C'est d'être un centre de formation ? Les autres clubs autour, comme Tyros, qui fait un excellent travail de Vaudigène et qui se maintient quand même régulièrement à son niveau. Vous pouvez avoir une génération de fous qui vous permet de faire une perf sur une saison, vous remontez en pro, vous faites une très belle saison de Pro D2, pourquoi pas jouer les phases finales, éventuellement vous jouez une montée en top 14 et vous redescendez derrière, mais après, pour se pérenniser en top 14, ça me paraît impossible. On voit que des clubs comme Lyon ont eu un soutien, ils ont mis déjà du temps à s'installer vraiment en top 14 et ils ont des soutiens au niveau des partenaires et des collectivités qui sont très 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 importants. Donc ça paraît improbable maintenant pour faire du très très haut niveau. Vous ne pouvez plus que sortir des joueurs en fait. C'est pas la simple performance des joueurs qui fait maintenant que vous allez pouvoir rester et vous ancrer au très haut niveau. Même si vous formez très vite vos jeunes joueurs de manière performante, comme à Mont-de-Marsan, comme à Dax, comme à Tyros, est-ce qu'ils vont pouvoir attendre d'avoir 19 ans, 20 ans pour jouer en première ou ils seront pris dans d'autres clubs ailleurs ? Mais dès que vous flambez individuellement, vous êtes pris soit par Toulouse, soit par l'UBB, soit par le Racing, soit par des grands clubs. Parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de GIFs. Le problème aussi, c'est les GIFs. Les grands clubs ont besoin d'avoir un quota de GIFs, de joueurs formés localement. Et là, ça devient vraiment très très compliqué pour les clubs formateurs comme Agen. Ah oui, regardez les Agenais. Antoine Miquel, tous ces joueurs-là, Johan Tanga, Quentin Béthune, Fouissa, Kérito. Ils jouent pas tous dans les grands clubs. Mais ils font une très bonne saison. Ils font le nombre aussi. Voilà, ce sont des GIFs. Et puis surtout, ce sont des joueurs à gros potentiel. Donc maintenant, quand vous êtes Toulon, tout ça, vous prenez ces joueurs-là. En plus, il y a tellement de matchs au calendrier pour ces clubs-là qui jouent un petit peu, pas beaucoup. Ce ne sont pas forcément des joueurs majeurs. Et en plus, les contrats font que ces joueurs-là ne peuvent pas refuser financièrement. Pour les spectateurs, c'est dur, non ? Pour les amoureux du rugby de haut niveau dans les Landes, entre autres, que ce soit à Agen, de voir leur équipe comme ça. Alors bien sûr, le rugby a changé. C'est plus le rugby il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est dur quand même, non ? Ou pas ? On est satisfait de ce qu'on a et on soutient son équipe, quel que soit son niveau. Les spectateurs aujourd'hui, ils vivent pour l'instant à domicile parce qu'ils ne sont pas dans les stades. Autrement, ils vivent sur la nostalgie de ce qui s'est passé par Agen jusqu'en 2002, où ils étaient en finale contre Biarritz. C'est une époque, mais alors inimaginable aujourd'hui de voir un club comme Agen, même si Castres est un peu le club un petit peu de la même stature en termes démographiques, tout ça. Mais, avec un actionnaire derrière qui a l'air insolide. Avec un actionnaire derrière qui a l'air solide, mais c'est quand même vraiment très, très, très compliqué pour les petits clubs. Même Brive risque d'être en danger. On parle aujourd'hui peut-être d'un retour au top 12, ce qui se fait en Angleterre, pour imiter les Anglais, pour avoir moins de matchs et avoir plus de compétitivité. Ça veut dire que c'est les deux plus petits qui vont sortir. Donc ça serait Brive et ça serait Agen. C'est-à-dire que le top 14 deviendrait une élite fermée complètement ? Oui. Ouais, alors moi je suis pas pour. Moi ce que je trouve sympa quand même, c'est que le rugby s'ouvre à de nouveaux territoires. On voit des clubs comme Nevers, Rouen. On avait parlé d'un gros projet Pro D2 pour l'instant. Dans le Nord aussi. Il y a Vannes. Ça je trouve ça super parce que c'est vrai qu'on avait tendance à dire que le rugby c'était que le Sud-Ouest. C'est bien que ça s'ouvre aussi. T'es pas pour, mais regarde les trois pays de l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud, ils jouent avec des franchises. Ouais, je sais. Les pays celtes jouent avec des franchises. Donc à terme, est-ce qu'on ne va pas arriver nous aussi ? Le système anglais avait 12 clubs, il y a une montée, une descente, mais c'est presque un circuit fermé. Mais justement, restons français. Moi je l'aime. Des derbies. Mais oui, je l'aime. Ma phase Dax. finale avec un club promu qui arrive, qui découvre l'élite, le spectre de la relégation pour les matchs en bas de tableau. Parce que là maintenant, il y a quand même de l'excitation à suivre un Agen-Brive comme ce week-end. Dans un top 12, l'équipe qui est 10e, le match entre le 10e et le 11e. Tu t'en fous ? Ouais, mais un 6-3 sous la pluie, comme ça, continuellement, toute l'année, ça devient compliqué parfois. Là. Spécial dédicace à Jérôme Prévost, qui vient de temps en temps sur le plateau, est très très fan des 6-3 sous la pluie d'hiver. C'est le rugby d'autrefois, peut-être, qui sait. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau ce soir. Raphaël Péry, journaliste à l'agence France Presse, et Nicolas Paolo-Orsi, RMC Sport. On rentre au vestiaire et on se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure, pour la dernière de l'année 2020. Ciao, bonne soirée.